quelque chose vient de se passer au Moyen-Orient. Beaucoup d'entre vous se souviendront que la puissance israélienne, dont le chef de gouvernement Benjamin Netanyahou est un va-t-en-guerre impénitent, coupable du génocide du peuple palestinien. Plus de 50 000 personnes tuées. Pourchassé par la Cour pénale internationale sans jamais être arrêté, conformément au principe du 2 poids 2 mesures. Condamné par l'Organisation des Nations Unies, laquelle, pour autant, n'a pas traduit ses condamnations par des mesures coercitives. Benjamin Netanyahou, fidèle à la doctrine de la preventive war, la guerre préventive, s'est attaqué ouvertement à l'État souverain de l'Iran, au motif que le gouvernement des ayatollahs iraniens se préparerait à développer son programme nucléaire civil vers un programme nucléaire militaire, lequel aboutirait à la concoction de l'arme nucléaire, qui pour Benjamin Netanyahou et les ultranationalistes sionistes israéliens n'est rien d'autre qu'une arme ayant pour but d'effacer l'État d'Israël de la terre. La doctrine de la guerre préventive, qu'on appelle en anglais preventive war, n'est rien d'autre que la légitimation de l'agression délibérée d'une puissance de la terre contre une autre, sur la base d'un procès d'intention, d'un procès en sorcellerie. Car selon cette doctrine, il suffit que moi, puissance A, j'imagine que toi, puissance B, tu pourrais avoir envie, même en rêve, de m'attaquer, pour que j'aie le droit de t'attaquer. La doctrine de la guerre préventive est exactement le contraire du principe fondamental du droit international. Le principe fondamental du droit international, c'est le droit souverain de chaque peuple à disposer de lui-même. Ce principe qui a été au fondement de la Société des Nations dans les années 10-20 et qui se retrouve au cœur de la Charte des Nations Unies à San Francisco à partir de 1945, ce principe dit que chaque peuple rassemblé en État a toute souveraineté sur toutes les recherches, recherches scientifiques, recherches économiques, recherches technologiques, recherches intellectuelles, exploration religieuse et même spirituelle qui se déroule sur son propre sol, sur son territoire légitime et légal. En vertu donc du droit international, jamais il ne peut y avoir une démonstration qui établit que le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou aurait quelque droit à s'attaquer de près ou de loin au territoire de la République islamique d'Iran, dirigée par l'ayatollah Ali Khamenei et l'ensemble de ses compagnons. Mais le 2 poids 2 mesures qui préside à la politique internationale, notamment sous l'hégémonie des puissances occidentales qui a commencé avec la traite négrière au XVIe siècle, ce 2 poids 2 mesures est arrivé en cette ère du Verseau dans sa manifestation la plus flagrante, la plus scandaleuse, la plus insupportable. L'État d'Israël s'attaque à l'État iranien au motif de détruire son programme nucléaire. Or, l'État d'Israël lui-même est un État nucléaire. Il possède du nucléaire civil et il possède l'arme nucléaire militaire. Pour posséder le nucléaire civil ou pour posséder l'arme nucléaire militaire, l'État d'Israël n'a jamais requis l'autorisation de l'État iranien, de l'État camerounais, de l'État malien, de l'État burkinabé, de l'État américain, de l'État français, de l'État allemand, de l'État italien. Israël s'est doté de l'arme nucléaire sans avoir à en référer à quelque instance internationale, en tout cas extra-israélienne que ce soit. C'est donc cet État d'Israël, dirigé par l'extrême droite, ultranationaliste de Bibi Netanyahou, qui décide de frapper l'Iran. Et tout le monde a vu ce qui s'est passé. Mal lui en a pris. Car en déclenchant la guerre contre l'Iran, le gouvernement israélien de Netanyahou avait sous-estimé l'Iran à partir de la relative passivité de l'Iran lorsque ses alliés au Moyen-Orient ont été taillés en pièces par Israël et la coalition de l'OTAN. En effet, lorsque Israël, sous Bibi Netanyahou, a foncé sur le Hezbollah, allant jusqu'à assassiner le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, l'Iran s'est relativement tu.
En effet, lorsque Israël a foncé sur le Hamas, qui par ailleurs a bénéficié du soutien des services israéliens pour exister, car à l'origine, le Hamas a été monté pour contrer l'influence de l'Organisation de la Libération de la Palestine, OLP, dont on ne voulait pas qu'elle fût l'interlocuteur valable de l'État d'Israël pour la reconquête des territoires arrachés par le colonialisme sioniste au peuple palestinien depuis les années 30. Pour contrer précisément l'Organisation de la Libération de la Palestine, un mouvement de gauche multiconfessionnel, laïque, un mouvement révolutionnaire d'émancipation authentique du peuple palestinien, les services occidentaux, dont les services israéliens, ont aidé à la naissance de l'aile radicale du Hamas. Mais cette aile radicale qui avait été renforcée pour paralyser l'Organisation de la Libération de la Palestine de Yasser Arafat, grand ami des mouvements d'émancipation africains, cette organisation du Hamas a fini par se retourner contre ses propres maîtres. Là encore, le gouvernement israélien de Netanyahou a eu carte blanche. Il a taillé en pièces le Hamas, allant jusqu'à éliminer certains dirigeants du Hamas dans la capitale iranienne, où il s'était réfugié. Je pense notamment à Ismaël Haniyeh. Tout le monde a vu le martyre du peuple palestinien et tout le monde a assisté impuissant, au massacre de Gaza. Tout le monde a vu les hôpitaux gazaouis bombardés, les écoles détruites, les enfants, les femmes et les vieillards déchiquetés. Nous avons tous assisté à la plus violente violation du droit international, même humanitaire, dans cette affaire gazaoui. La terre entière est couverte de honte de n'avoir pas empêché le génocide du peuple palestinien. Gargarisé par ses succès contre le Hezbollah, allié de l'Iran, galvanisé par ses succès contre le Hamas, allié de l'Iran, galvanisé par ses succès en association avec les organisations terroristes Al-Qaïda et l'État islamique, contre le régime alawite et dictatorial syrien de Bachar el-Assad, héritier de Hafez el-Assad, au pouvoir depuis 1970, le gouvernement d'Israël était littéralement sûr d'être en roue libre au Moyen-Orient. Il était certain de pouvoir, au nom de la doctrine du preventive war, faire la peau à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Et puis, comme on dit à Abidjan, il n'y a rien. Voilà donc que Bibi Netanyahou lance ses missiles de croisière pour frapper l'Iran. La planète tout entière fut étonnée par la fulgurance, la virulence, le caractère apocalyptique et tellurique de la réponse iranienne. Pour la première fois de l'histoire de l'État d'Israël, depuis sa fondation en 1948, on voyait les grandes et principales villes de l'État d'Israël frappées par des missiles de guerre farouches, lancés par l'armée iranienne. Pour la première fois de l'histoire de l'État d'Israël, l'armée israélienne devait combattre l'ennemi, non plus sur le terrain de l'ennemi, c'est-à-dire au Liban, ou en Palestine, à Gaza, ou en Syrie, sur le Golan, ou en Irak ou en Iran. Pour la première fois, l'armée d'Israël a été confrontée à des frappes sur son propre sol. Le mythe de l'inviolabilité de l'espace géostratégique et géopolitique israélien a ainsi été brisé. Le célébrissime dôme de fer en vertu duquel la puissance américaine et plus largement l'alliance de l'OTAN auraient assuré à Israël que jamais munition ne franchirait son espace vital pour frapper. Sur son territoire, le dôme de fer s'est avéré la passoire d'enfer. La passe d'armes entre Israël et l'Iran, se déployant sous les caméras en mondovision, se déployant sous les téléphones portables des spectateurs iraniens et israéliens, balançant des micro-vidéos en direct sur les réseaux sociaux. La vérité a fini par se savoir. Il ne suffisait pas de réprimer les journalistes, de cadenasser la presse pour qu'on ne sache pas qu'ayant attaqué l'Iran, Israël était maintenant frappé. Il suffisait simplement de voir les témoignages des Israéliens eux-mêmes, désemparés par la vigueur de la réplique iranienne, une vigueur inimaginable,
une vigueur inégalée, une vigueur insoupçonnée, et en même temps une précision terrible, puisque l'Iran est allé jusqu'à frapper les centres névralgiques du système défensif de l'État d'Israël. Le siège des services secrets, le Mossad. Le siège du ministère de la Défense. Les aéroports israéliens les mieux protégés. Les deux capitales, la capitale symbolique et spirituelle d'Israël, Jérusalem, et sa capitale politique et économique, Tel Aviv. Le monde entier a vu que dans le face-à-face entre Bibi Netanyahou et l'ayatollah Khamenei, c'est l'ayatollah Khamenei et la révolution iranienne qui ont emporté la bataille. Mais cette séquence d'histoire palpitante qui s'est déroulée sous nos yeux devait alors connaître un nouveau chapitre, non moins crucial. L'entrée en plein jour, sans crier gare, des États-Unis en guerre contre l'Iran pour soutenir Israël en détresse. Les cris qui venaient d'Israël vers le président américain Donald Trump ont fini par attendrir son cœur. Son cœur travaillé par les passions impérialistes qui lui ont inspiré l'idée, par exemple, de chasser tous les Gazaouis de leur terre et de les remplacer par une belle plage en style de club méditerranéen. Donald Trump, appelé par l'allié traditionnel israélien, se sentait l'obligation de faire quelque chose. Il entra donc en guerre, cette fois-ci, en se décidant de frapper à l'arme et à la bombe spéciale lourde les installations nucléaires de la République islamique d'Iran. Comme l'a souligné Alexander Dugin, philosophe de la Fédération de Russie, le fait que les États-Unis aient tiré sur les sites nucléaires iraniens a mis fin au mythe de l'impossible Troisième Guerre mondiale. Ce fait a ouvert la possibilité de la Troisième Guerre mondiale, puisque pour la première fois, une grande puissance a ouvertement tiré des munitions lourdes sur des centrales nucléaires. Même dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, lorsque des tirs de munitions vers les centrales nucléaires avaient lieu, l'Agence internationale de l'énergie atomique pouvait sortir et menacer tout le monde, en disant « Attention, on ne joue pas à ça, ça peut provoquer un Tchernobyl, on ne tire pas sur les centrales nucléaires parce que la rencontre d'une bombe avec des réserves d'uranium, mais ça produit une bombe plus puissante encore que celle qui a été lancée. » Or, Donald Trump revendiquait fièrement le fait d'avoir tiré sur Fordov, sur Natanz, d'avoir tiré sur tous les sites nucléaires iraniens, c'est-à-dire d'avoir pris le risque de mettre au contact de réserves d'uranium une source projectile chauffante et explosive. Ce qui aurait pris, en réalité, fait courir à toute la région, pas seulement iranienne, mais toute la sous-région, le risque de 10 à 15 ou 20 fois Tchernobyl. Dans ces conditions-là, le monde entier était en émoi de se rendre compte que la guerre qui opposait Israël à l'Iran n'était pas en réalité une guerre simplement israélo-iranienne, c'était une guerre américano-iranienne, mieux une guerre otano-iranienne. Car plusieurs des grandes puissances de l'OTAN se levèrent aussitôt pour se constituer en défenseurs d'Israël. La Grande-Bretagne de Starmer, la France de Macron, l'Allemagne comment il s'appelle, Scholz ou Merz, tout ce monde-là, tout d'un coup se groupait autour d'Israël en prétendant l'aider à se défendre contre l'Iran, qu'Israël avait pourtant attaqué délibérément au mépris de toutes les normes du droit international. Il y avait à ce moment-là un air de désespoir qui soufflait dans le grand sud global. Voyant les lourds bombardiers de l'armée américaine s'adonner à cœur joie à frapper les installations souveraines de l'Iran, le monde entier tournait les yeux vers la Russie et vers la Chine, en les regardant un peu comme coupables de délaissement d'un allié précieux. Oui, lisait-on dans plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux, c'est dommage que Poutine et Xi Jinping laissent faire ce que nous sommes en train de voir. Nous pensions qu'ils ne laisseraient pas les Iraniens seuls, que les Iraniens ne seraient pas seuls comme l'était Kadhafi en 2011, comme l'était Milosevic et la Serbie quelques années plus tôt, comme l'a été Saddam Hussein dans les années 90 et au début des années 2000. On disait, oh là là, quel dommage. Dommage que Vladimir Poutine
et Xi Jinping ne soient pas au rendez-vous. Or, c'est peut-être là l'un des tournants majeurs. Et c'est pour cela que je vous parle aujourd'hui de ce sujet. En réalité, c'est l'Iran, et c'est l'Iran lui-même, qui avait refusé depuis le mois de janvier 2025 de signer un accord de défense militaire élargi avec la Russie et la Chine, comprenant une clause de défense mutuelle, au motif que l'Iran pensait pouvoir faire face à Israël sans le secours notoire de la Russie ou de la Chine. Or, en janvier 2025, quand l'ayatollah Khamenei et ses compagnons de la révolution iranienne croyaient pouvoir régler son compte à Israël quand Israël s'attaquerait à eux, ils étaient loin d'imaginer qu'en réalité, très clairement, c'est toute la coalition de l'OTAN qui se lèverait contre eux. Cette nouvelle donne ayant eu lieu, les États-Unis d'Amérique s'étant mêlés ouvertement de la guerre, la France, la Grande-Bretagne ayant participé à la défense du territoire d'Israël, les Iraniens se rendaient à l'évidence qu'ils n'avaient pas affaire au simple satellite otanien à Israël, ils avaient affaire à l'OTAN, exactement comme la Fédération de Russie à travers l'Ukraine, ou comme la Chine à travers Taïwan, ou comme la République démocratique du Congo à travers le Rwanda, ou comme l'Alliance des États du Sahel à travers la CEDEAO, l'Algérie, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Tout d'un coup, les Iraniens comprenaient qu'ils étaient encerclés par la même coalition qui a détruit l'Irak, qui a détruit la Libye, qui a détruit le Sahel, qui détruit la République démocratique du Congo, qui a détruit la Somalie, qui a détruit la Serbie. La même coalition qui attaque, bien sûr, à travers Taïwan, la Chine, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient affaire à celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.